give a short, not so short, but medium short speech, trying to concentrate the highlights and some recent highlights of the INRA study. I will do it in French, maybe that will be better with the translation on the screen. Donc je suis très heureux, comme mes collègues, d'être là, particulièrement heureux, on dit ça aussi à chaque colloque, et c'est souvent vrai, et là aujourd'hui c'est vrai, d'être là pour toute une série de raisons, pour avoir contribué derrière le ministre, derrière les chercheurs de l'INRA, du CIRAD, de l'IRD en 2015 à l'émergence de l'initiative 4 pour 1000, et puis aussi et surtout pour avoir la chance d'être là aujourd'hui comme président de l'INRA et faire le point sur ces sujets. L'INRA, vous le savez, a été un pionnier de l'initiative, alors sans remonter, sans trop vouloir vieillir, Dominique, remonter au moment de l'élaboration du concept, et jusqu'à sa formalisation au congrès scientifique qui avait eu lieu sur les sciences du sol à Montpellier en 2015, et où les chercheurs du CIRAD, de l'IRD, de l'INRA, de l'Université d'Ohio, un salut amical à Ratandal qui s'exprimera en vidéo tout à l'heure, le CIGI aussi, enfin voilà, tous ceux d'entre vous qui étaient là, qui avaient à l'époque eu cette belle idée reprise par le ministre. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis, en 4 ans. Il y a eu évidemment des événements politiques au-delà de la COP21, COP22, COP23, et puis il y a eu aussi une activité scientifique, et c'est très important, une activité scientifique soutenue avec plusieurs événements. Je pense à un workshop qui s'est tenu à Sète, soutenu par le ministère de la Recherche français il n'y a pas longtemps. Un événement important, c'est que l'INRA a coordonné un grand programme de recherche européen, CIRCASA, qui a été retenu par la Commission européenne et qui va nous permettre de fédérer des partenaires de 16 pays à travers 5 continents et de façon structurée avec des moyens financiers. Nous avons déjà organisé des réunions régionales dans une douzaine de pays avec à chaque fois des scientifiques, des parties prenantes pour identifier les besoins de connaissances, c'est une chose, mais aussi pour comprendre les motivations, les barrières qui font que les acteurs ne s'engagent pas forcément, les craintes que peuvent avoir les agriculteurs, que peuvent avoir les filières et les autorités pour s'engager dans la séquestration du carbone dans les sols. On l'a dit, c'est aujourd'hui, il y a un intérêt mondial, sans vouloir trop de cocorico, c'est plus une initiative française, et c'est tant mieux. C'est depuis pratiquement la fin de l'année 2015 devenu une initiative, et ça doit être une initiative mondiale. L'audience à cette conférence, à mon tour je remercie tous les collègues qui viennent de loin, qui sont sur leur temps pour être là aujourd'hui, qui ont travaillé pendant 3 jours, le montre. Le comité scientifique de l'initiative est aussi un comité international. On est connecté, on a dépassé les premiers clivages. Vous savez qu'il y avait d'autres initiatives, Global Soil Partnership, Global Research Alliance sur les gaz à effet de serre, et Dieu soit loué, on a maintenant une connexion mondiale entre toutes les initiatives internationales. Et comme l'a dit Marion Guillou, c'est pas le stockage de carbone contre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment complètement idiot. Donc c'est bien la réduction des gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l'économie, dont l'agriculture. Et quand on fait tout ça, et qu'on tient tous nos engagements de Paris, il nous manque encore, vous le savez, des puits de carbone pour tenir la maîtrise du dérèglement climatique. Et donc les puits de carbone des océans, les puits de carbone des forêts ne suffisent pas à combler l'enjeu, et donc on a besoin d'aller chercher cette contribution supplémentaire dans les sols. Et c'est bien dans cet état d'esprit qu'on est. Alors ce qui a progressé aussi au niveau international, dans les instances environnementales, c'est la reconnaissance du fait que le carbone dans le sol devait être un indicateur du suivi du changement climatique. C'est maintenant un des 3 indicateurs qui est utilisé pour caractériser la dégradation des sols, pour mettre en place le principe de neutralité de la dégradation des sols dans la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification. Là aussi, c'était important qu'il y ait une jonction entre la Convention des Nations Unies sur la désertification et nos initiatives pour les 4 pour 1000. C'était repris comme un indicateur, un objectif du développement durable des Nations Unies du terrestre. Et nous travaillons aujourd'hui même, d'ailleurs, des experts de l'INRA sont sollicités
pour travailler dans une réunion à Bonn sur le carbone du sol, dans le cadre des négociations sur le climat et du processus de Coronilla. Il s'agit d'engager un dialogue multilatéral sur la meilleure façon d'utiliser le carbone du sol pour tenir les engagements de l'accord de Paris. Le ministre Stéphane Le Foll a évoqué une étude qui a été rendue publique la semaine dernière par l'INRA. Certains de ses responsables scientifiques sont dans la salle, je vois notamment Sylvain Pellerin qui aura l'occasion certainement de la présenter plus en détail. C'est effectivement, à notre connaissance, une première au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on a essayé de regarder de façon très précise ce que permettaient les sols de la France avec une maille assez fine d'1 km². Donc on a croisé la qualité des sols avec leur vocation agricole ou forestière, les potentialités d'accroissement en stockage de carbone dans les sols. Et c'est cette étude qui a été rendue publique. Elle montre effectivement, le ministre l'a dit, que sur les forêts, il est difficile d'aller plus loin. On n'a pas identifié de pratiques qui permettent d'augmenter. Et comme c'est déjà très élevé, c'est stratégique de maintenir les forêts. Pareil pour les prairies permanentes, des petites améliorations sont possibles, mais c'est surtout stratégique de ne pas les retourner et de les conserver. Et sur l'ensemble des grandes cultures, il y a des enjeux, des solutions comme l'agroforesterie, comme le développement des prairies temporaires, comme la couverture des sols, qui peuvent permettre de progresser jusqu'à plus de 5 tonnes sur ces surfaces. Évidemment, luttons contre l'artificialisation des sols. Toute une série de prérequis, si on veut arriver au 4 pour 1000, c'est de protéger les forêts, de protéger les prairies permanentes, d'arrêter l'artificialisation des sols. Et quand on a fait tout ça, on a des mesures qui nous permettent d'aller plus loin sur les grandes cultures. Cette étude, évidemment, elle est très intéressante, la méthodologie surtout. Donc on va la partager au niveau européen avec le Joint Research Center, qui est notre partenaire, avec la Commission européenne. Et il faut la partager dans le monde entier, avec tous les pays intéressés, notamment au Sud. Et donc j'espère qu'on aura assez rapidement des propositions pour la déployer dans toutes les agricultures du monde, en trouvant les bons financements. Un enjeu important pour nous, Européens, c'est la prochaine politique agricole commune. Et donc, il ne faut pas rater l'épisode de la PAC qui s'ouvre. Le risque est quand même réel, parce que c'est toujours compliqué nos affaires. Le risque, ça serait qu'on rate la prochaine PAC sans avoir de mesures de masse qui soient incluses dans la réglementation. Donc, l'INRA a fait des propositions et va continuer de faire des propositions, à la fois bien sûr au gouvernement français, mais aussi à la Commission européenne, pour qu'il y ait des dispositifs qui encouragent la couverture des sols dans la prochaine PAC. Et on doit pouvoir proposer des mesures simples qui fassent le lien entre le stockage de carbone dans les sols et les pratiques agricoles, avec 160 millions d'euros par an, je crois que c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire pas beaucoup. On arrive, c'est 160 je crois, c'est bon, je regarde, parce que je suis le chiffre de tête. 160 millions d'euros par an, on pourrait soutenir la moitié de notre objectif de l'étude. Et pourquoi la moitié? Les chercheurs ont identifié des mesures qui coûtaient moins que 55 € la tonne de carbone, c'est-à-dire la valeur tutélaire actuelle. Donc là, il y a vraiment une stratégie de zéro regret, il faut le faire. Il faut le faire, c'est déjà très économique. Donc si on ne prend que celle-là, ça coûte 160 millions d'euros par an, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport aux 9 milliards d'euros d'aide annuelle de la PAC. Ça, il faut vraiment le faire, peut-être même aller plus loin. J'espère qu'on y arrivera. Voilà, je suis déjà trop long, donc je vais aller vers ma conclusion en disant que il y a le déploiement, la mise en œuvre à travers les pays dans lesquels les chercheurs comme vous, comme nous, on se sent impliqués, on a envie de contribuer, mais il y a encore de la recherche à faire, évidemment. Et donc, on doit aussi se mobiliser pour aller plus loin en matière de recherche-développement, avec des investissements sur les infrastructures, les données sur le sol et le cycle du carbone. Je pense qu'on a des grands programmes de recherche à mener entre l'INRA, le CNRS, le CEA, l'IFP, les universités, sur le cycle du carbone. Le carbone renouvelable, depuis la photosynthèse jusqu'au retour au sol, et y compris dans la chimie renouvelable, mais ça nous emmène plus loin. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de recherche à faire. On a
aussi, je pense, des données intéressantes à proposer avec ANAE, ceux qui connaissent le programme ANAE France. On doit pouvoir mieux suivre et connaître les services écosystémiques des sols. Et cela sur la longue durée. On a des plateformes de recherche intégrée, comme la plateforme ABCD ou la plateforme PRO, qu'on peut mettre à disposition de la communauté scientifique. Voilà pourquoi, chers collègues, mesdames et messieurs, je pense que cette conférence est arrivée au bon moment. Et je remercie ses organisateurs, Abad, Paul et l'ensemble des collègues, parce qu'elle arrive à un moment où on est en train de déployer des initiatives au niveau mondial. On a encore des controverses, il y a des questionnements qui sont posés, il y a des remises en cause. Est-ce que c'est compatible de laisser de la biomasse au sol et de maintenir un cycle de l'azote qui respecte l'eau et la qualité des sols? C'est un sujet. Nous, on pense que oui, c'est possible, mais c'est un sujet qui doit être évalué. Comment combiner le développement du biogaz, de la méthanisation, qui va faire appel aux cultures intermédiaires, et le retour au sol? Il y a plein de sujets. Et donc c'est important qu'on prenne le temps, que vous preniez le temps pendant ces 3 jours, de débattre des points positifs, mais aussi des controverses. Et ce que j'espère, c'est que vous serez en situation, à l'issue des 2 jours, de nous proposer à la fois un position paper actualisé sur le stockage du carbone dans les sols, et pourquoi pas un plan d'action concret qui combine la recherche, le développement, le déploiement. D'avance, merci pour votre contribution et à bientôt.